Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, merci d'être en présentiel physiquement avec nous. Je vois que tout le monde respecte les gestes barrières, c'est très bien. L'espacement, les masques, vous êtes lavé les mains avant de venir, donc tout est bien. Donc on respecte nos consignes. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, je sais que vous êtes fort nombreux à ne pas pouvoir avoir pu être venus parmi nous. On va essayer de travailler au mieux en présentiel et sur ces aspects importants de l'IoT et notamment de la partie sécurité. Donc, je m'appelle Patricio Piazentin, je suis responsable Sud-Europe. Je vais être le seul de Silicon Labs. Je suis le plus vieux de la bande, donc je ne serai pas aussi compétent que certains de mes experts, mais c'est un premier aspect. Et je dirais que ce que je voudrais, c'est surtout vous faire passer des messages de plus haut niveau pour vous donner envie, à la fin de ces présentations, de se rapprocher de nous, de nos équipes et de nos partenaires dans le but de vous accompagner. Alors, première chose, alors vous allez voir Silicon Labs, surtout la partie Sud-Europe. Un premier coup, c'est le fait de dire il y a trop de projets qui s'arrêtent au niveau du proof of concept. Donc, on n'est pas là pour faire des projets où on fait un test et puis ça s'arrête là. On perd tous de l'énergie. Il y a énormément de nos argents, de notre argent qui, par les pouvoirs publics, arrive et finalement se termine par un POC qui ne partira jamais en production. Donc nous, Silicon Labs, on n'est pas des consultants, on n'est pas des experts, on n'a qu'un seul objectif, c'est vendre des composants qui permettent de faire des applications sécurisées pour l'IoT et vous faciliter en fait l'évolution au fur et à mesure des besoins qui vont arriver sur le marché. Donc avant de partir sur la partie spécifique de la sécurité, je voudrais avoir un petit peu une approche top-down qui fait un petit peu la continuité par rapport à la conférence de l'année dernière où on n'était pas masqué sur cette révolution IoT. C'est intransparent, mais je pense que c'est important de définir un petit peu la fonction de transfert de ce qu'il est important de réfléchir. Donc, nous, dès le début, quand un client nous dit je veux faire de l'IoT, la première chose qu'on essaye de voir, c'est est-ce que ce client, pourquoi il veut faire de l'IoT? Pour être à la mode ou est-ce qu'il a vraiment en tête quelque chose de particulier où l'IoT va être simplement un outil? Donc, les KPI. Quels sont les Key Performance Indicators? Pourquoi vous allez vouloir mettre des objets connectés? Qu'est-ce que vous cherchez? Et est-ce que vous avez conscience que potentiellement ce que l'IoT va vous apporter aujourd'hui, demain, vous aurez d'autres besoins? Alors, on voit certains clients qui arrivent et qui nous disent « Ah ouais, alors ça y est, j'ai vu une petite plaquette de démo et ainsi de suite, super intéressante en Bluetooth. Alors, je pars en IoT sur Bluetooth, alors c'est super et ainsi de suite. » Alors qu'en fait, il n'a absolument pas de Bluetooth ou il a besoin d'un autre protocole ou autre chose. Donc, si vous voulez, il est très, très important de travailler avec des gens qui soient agnostiques. C'est-à-dire, vu du côté Silicon Labs, on dit, attendez, partons d'abord vraiment de votre projet. Bien sûr, la seule chose, nous, on va vouloir voir si ça peut rentrer dans notre techno et si on peut vous aider, mais partons des KPI, de vos KPI. Maintenant, dans cette salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me dire quel sera le protocole de demain? Nous, on ne sait pas. On a, je vais dire, vous allez voir, très souvent, on dit, attendez, on va voir des experts et puis ils ne savent pas. Ben non, parce qu'il y a des projets qui peuvent être Bluetooth, des projets qui peuvent être Zigbee, des projets qui peuvent être Wi-Fi, des projets qui peuvent être Sub-Giga. Et la techno avance, il y a des liens internationaux qui arrivent, il y a du WISON qui arrive, il y a du LoRa, il y a du Sigfox. Donc, comment faire déjà pour aller vers des solutions qui vont vous coûter le moins cher possible si à un certain moment, vous devez faire une rotation de votre business model. Donc ça, c'est des choses à intégrer dès le départ. Il y a de cela quelques années, quand on travaillait en M2M, pour les plus anciens, la connectivité, le fait d'être cloud ready, ce n'était pas trop le problème. C'était une machine ou bien une télécommande, un volet roulant, et puis ça s'arrêtait là. Et puis petit à petit, on voit l'évolution où à la limite, je vais prendre mon téléphone et je vais faire monter ou descendre mes volets roulants. Et ça, c'est quand on regarde dans le passé. Demain, on va avoir de l'IA tout en haut, on va avoir d'autres mesures et d'autres outils qui vont arriver. Donc, comment s'assurer dès le départ qu'on va faire des choix qui nous permettront de dire oui, je sais faire, ou bien
Non, au contraire, je casse mon architecture et je recommence tout et je rachète autre chose. Ce n'est pas si simple. Et vous allez voir comment nous, on essaye de répondre à ce besoin modestement, en fait. L'autre point important, ce fameux Think Global, Act Local, sur à la fois la scalabilité, c'est-à-dire on part sur un projet et puis tout d'un coup, on veut aller sur une autre zone géographique. Ah ben mince, je suis parti en 868 et j'ai mes commerciaux qui veulent vendre aux US. Ah ben du 868, non, il faut passer en 915 et donc il va falloir derrière refaire les certifications, les qualifications et ainsi de suite. Donc, pensez bien tout ce qui est scalabilité, ce qui est certification. On parlera tout à l'heure, je veux dire, on peut être fier d'être en Europe parce que la RGPD, ça a été déjà un premier élément, mais l'EN 303-645, dont on verra tout à l'heure, c'est vraiment un moyen pour pousser toute notre communauté à penser aussi sécurisation et toutes les certifications qui peuvent être derrière. Après, les interopérabilités. Alors, interopérabilité, vaste programme. On a de temps en temps, on a certains de nos clients qui nous disaient, voilà, moi je vais commencer un projet, je suis Zigbee, mais il faut que je discute avec quelqu'un d'autre qui est presque Zigbee. Non, on n'est pas, on a passé les certifs ou on n'a pas. Donc, l'interopérabilité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et très souvent, dans nos clients, ce qu'on voit, c'est que les gens évoluent. Par exemple, je prends les lumières connectées comme exemple. Au départ, les lumières connectées, c'était du Zigbee. Puis finalement, ils se sont dit, c'est quand même un petit peu dommage, j'ai mon téléphone, que je ne puisse pas allumer, éteindre une lumière, alors que cette lumière, elle est déjà en réseau. Après, selon les technologies qui sont mises derrière, selon les sociétés qui travaillent derrière, les uns diront, j'ai une puce Zigbee, je remplace par une puce BLE, et puis c'est bon, ça marche. Et d'autres pourront dire, on pourra faire l'un et l'autre dans la même puce. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Après, ce n'est pas pour être à la mode, mais bon, l'année dernière, je disais, voilà, be green, be secure. Donc, l'efficacité énergétique, je dirais, on a tous un rôle sociétal, on a tous une contribution à apporter. Comment faire pour développer des systèmes qui consomment le moins? Alors, nous, dans Silicon Labs, ce qui est assez paradoxal, du côté micro, notre petite contribution, c'est le fait de dire, voilà, lorsqu'on a un micro, quand est-ce qu'il consomme le moins, le micro? Il consomme le moins quand il est éteint. Alors, oui, la palissade. Mais un micro, c'est un microcontrôleur, donc ça veut dire qu'il y a des périphériques. Imaginez que vous avez une puce, où vous avez le micro, et puis il y a des périphériques qui sont un capteur de température. Voilà. Nous, ensemble, on discute en périph', le capteur de température. Un autre, ça va être capteur d'humidité. Un autre, la partie RF. Est-ce que le micro, c'est à lui de gérer c'est quoi la température? 26 degrés. C'est quoi l'humidité? Non. Le micro, pourquoi faire tourner du code dans un microcode et qui fait beaucoup de fetch, decode, execute, donc beaucoup d'opérations logiques, alors que finalement, on veut prendre la température, on veut prendre est-ce que quelques transistors des périphériques suffisent? Eh bien, dans nos technologies, ce qu'on a fait, c'est le fait de dire oui, il y a un micro. La plupart du temps, ce micro, dans des applications, il est à zéro consommation parce qu'il n'exécute pas de code. Donc zéro conso, et c'est les périphériques qui savent même discuter entre eux. Ah oui, alors quand la température dépasse le truc, je vais regarder un petit peu l'humidité, ou bien c'est le timer qui va me déclencher ces actions-là. Et ce ne sont que quelques transistors qui travaillent et qui à un certain moment peuvent dire, attends, là j'ai besoin du cerveau, j'ai besoin du processeur ARM pour lancer l'application, et puis là, faire potentiellement une communication à l'extérieur. Donc on voit beaucoup de projets, si vous voulez, sur lesquels les gens utilisent notre technologie, notre architecture comme moyen de faire de l'ultra basse consommation en gérant bien les périphériques. Donc l'année dernière, j'avais montré ces slides-là et puis je disais, vous savez, plus le temps passe, plus ça va être fondamental, la sécurité, plus ça va être fondamental. Là, vous devriez être, pratiquement tout le monde devrait être en train d'écouter la sécurité. Parce qu'on n'aime pas ça, ça ne sert pas à grand-chose, et ainsi de suite. Sauf que quand on est touché, ça peut être très, très grave. Alors, beaucoup vont dire, ah oui, mais ça coûte très, très cher, ça coûte très, très cher. Non, non. Les produits qui actuellement sont sur le marché ont déjà de la sécurité qui est intégrée. Encore faut-il savoir l'utiliser et encore faut-il savoir à quel niveau on va se positionner. Donc là, c'est l'objet de la conf.
Et enfin, un des derniers points pour vraiment permettre cette évolution, donc, pour aller vers le proof of concept, vers la production de masse. Souvent, les sociétés arrivent et nous disent « Alors, dites-moi, le composant, là, combien il vaut pour 100 000 pièces ?» Nous, on leur dit « On reste calme. Au début, il faut attaquer un marché. Très souvent, il vaut mieux commencer le marché avec des petits modules qui sont bien sûr basés sur notre technologie, sur la même puce. Vous n'aurez pas besoin de faire les certifications. Vous aurez du time to market. Ça vous permettra de très rapidement analyser votre marché et être présent sur votre marché. Et après coup, vous pouvez passer tranquillement à la puce au lieu que ce soit le module. Et là, vous allez gagner du temps, de l'argent et surtout être présent sur le marché. Alors, petit cadeau pour ceux qui resteront avec nous ou ceux qui, au niveau de la vidéo, nous contacteront. Donc, j'ai laissé mon adresse email avec SIDO 2020 comme mot-clé. Vous aurez un petit cadeau à la fin, justement sur ces fameux petits références design ou des choses pour vous faciliter un petit peu le toucher de ce que l'on peut faire avec cette technologie. Plusieurs points aussi pour toujours réduire du proof of concept à masse production, c'est la partie reuse. Très souvent, il faut arriver à faire des conceptions qui vont vous permettre de réutiliser les blocs, de ne pas réinventer à chaque fois et de pouvoir construire. Et là, le dernier point, je l'ai mis en rouge. Alors, c'est peut-être parce que je viens du monde Mil Aerospace, mais quand on voit le nombre de clients qui, de temps en temps, arrivent désespérés en disant « Mais j'ai fini, tout fonctionne, ça marche bien, ça fait à peine 2 ans que je suis en train de production et il faut que je casse tout parce qu'il y a un end of life. Le composant ne va plus être disponible. » Donc ça, c'est parfois, les gens ne pensent pas du tout à s'assurer de la longévité. Le maintien en conditions opérationnelles, c'est fondamental parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas obligatoirement quand on a sa petite carte démo. Donc nous, les composants dont on va parler sont au moins pendant 10 ans disponibles. En ce moment, on a encore des modems qui datent d'il y a presque une quinzaine d'années. Voilà, donc ça, c'était un petit point sur l'année dernière, sur les clés, et on va se focaliser sur la partie sécurité. Après, juste 3-4 mots sur Silicon Labs. Donc, société américaine, plus de 20 ans. C'est notre société qui avait fait pour la première fois en un chip monolithique de GSM. Et on est spécialité dans la connectivité. Donc, nous, on vient du hard. Venant du hard, on s'est dit, quelqu'un du hard ne sera jamais bon pour faire vraiment du soft. Donc, on a eu une politique d'acquisition. C'est-à-dire, on a vu des sociétés, par exemple Ember, nos collègues de Boston. C'est des gens où pour eux, c'était la connectivité, c'est le Zigbee. Eux, ils étaient nés avec Zigbee. En étant nés avec Zigbee, on leur a dit, ben voilà, vous rentrez dans la communauté Silicon Labs, vous développez la stack Zigbee, et lorsque l'on propose une solution donc d'un réseau mesh à base de Zigbee, on a pratiquement les fondateurs historiques du Zigbee. Ces gens-là avaient besoin, si vous voulez, historiquement aussi, ils avaient besoin d'aller vers l'IP, faire du 6LoWPAN, IPv6 et ainsi de suite. Puis ils se sont dit, bon, le Zigbee, c'est bien, c'est mesh et ainsi de suite, mais le futur, ça sera de l'IPv6. Alors, ils ont pris une petite start-up. Et cette petite start-up, ils ont développé ce qui, pour eux, correspondait à la couche transport. Donc, ils ont développé FRED, le premier protocole FRED, qui était une couche transport 802.15.4, partie transport, et pour faire derrière 6LoWPAN et être natif IPv6. Et la petite boîte avec laquelle ils bossaient, c'était une start-up, c'est des trucs à l'américaine. Bon, nous, on bossait avec Sigfox pendant ce temps-là. Bon, eux, ils travaillaient avec une boîte qui s'appelle Nest, qui a été rachetée après par Google. Et on se disait en France, mais comment ils arrivent à acheter milliards de dollars une boîte qui fait juste un thermostat connecté sur Internet? Donc, on était au tout début de Fred, et Fred, donc T-H-R-E-A-D. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir l'évolution dans le temps. C'est-à-dire, on était parmi les premiers. Après, il y a nos confrères d'autres fabricants de semi-conducteurs, parce qu'on aime bien la compétition et il ne faut surtout pas qu'il y ait qu'un seul monolithique, un seul fabricant. Et petit à petit, Fred est en train de devenir OpenFred pour la communauté. On a racheté après Z-Wave. Et là, pareil, ça va devenir de l'Open Z-Wave, là encore, pour ouvrir les protocoles de communication.
Et on a beaucoup de nos clients historiques qui, eux, travaillaient, disaient, ben voilà, j'ai mon volet roulant ou j'ai mon protocole, c'est le mien historique, qui marche bien. Ben, j'aimerais bien continuer à l'utiliser, mais en même temps pouvoir aller vers du Bluetooth ou vers du Zigbee, ainsi de suite. Et là, c'est les technologies qui vont permettre d'allier à la fois l'historique et le nouveau. Et enfin, pour le Wi-Fi, on vient juste de finir l'acquisition d'une société qui s'appelle Redpine, qui va faire partie, c'est nos collègues Matelans d'Inde, qui malheureusement en ce moment, avec le Covid, c'est pas simple pour eux, mais c'est nos nouveaux collègues au niveau mondial. Donc Zigbee Boston, Logica dans le nord de l'Europe, nos Indiens pour le Wi-Fi, et on a du développement Wi-Fi aussi en France, avec nos collègues de Rennes. Donc, une société mondiale, mais avec, à chaque fois qu'on fait l'acquisition, c'est parce qu'on veut des techniques qui soient avec nous. Alors, dans ces techniques, il y a pas mal de gens où la sécurité, c'était leur point important. Alors, là, on va rentrer sur le côté plus sécu. En fait, moi, je vois entre les discussions qu'on avait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec certaines autorités, ce qui était, par exemple, des attaques d'EPA, par exemple, avant, c'était du domaine étatique. C'était vraiment une nation qui, avec certains chercheurs, attaquait à ce niveau-là. Maintenant, sur Internet, on peut faire des attaques EPA. Donc, ça veut dire on voit qu'il y a une démocratisation, malheureusement, des attaquants. Et donc, comment peut-on répondre à ceci qui est du domaine factuel ? Nous, déjà, la première chose, c'est toujours se poser la question, quel est le bon niveau de sécurité qui est nécessaire à l'instant présent, mais surtout en anticipant qu'il faudra de toute manière augmenter ce niveau de sécurité parce que demain, il y a le risque d'avoir de nouvelles attaques qui arrivent. Alors, c'est sans faire peur aux uns et aux autres d'entre vous, mais c'est anticiper pour réduire les risques associés à ces nouvelles attaques et pouvoir dire oui, effectivement, j'ai eu une attaque, par exemple, sur mon téléphone, mais oui, j'ai pu faire un patch logiciel et j'ai pu contrecarrer cette attaque. Donc, maintenant, regardons, ce qu'on va faire un petit peu, c'est de regarder un peu le type d'attaque et ce qui a été mis en œuvre ou ce qui peut être mis en œuvre au niveau silicium pour avoir cette trousse à outils qui nous permettra d'aller plus loin. Bon, je ne vais pas trop commenter ces slides-là. Bon, tout le monde sait, moi je ne suis pas basé sur la peur, je suis plutôt sur les solutions. Tout le monde sait que des attaques, il y en a. On a certains de nos confrères, et ça peut arriver à tout le monde, où ils se retrouvent avec des composants où malheureusement ce type d'attaque, on est obligé de changer le composant. On ne peut pas faire autrement. Et c'est ça où toute notre communauté ensemble, il faut qu'on essaye de regarder en s'entraidant les uns les autres aux méthodologies qui vont permettre de réduire le risque qu'on vous exposera tout à l'heure. Alors, ce que l'on voit, et c'est un point vraiment qui est très très important, c'est que historiquement, pour protéger une organisation, on se disait j'ai un bon service d'IT et j'ai un bon firewall. Avec mon firewall, j'ai protégé ma boîte contre les attaques venant de l'extérieur. Alors là, malheureusement, ou heureusement, mais c'est vraiment malheureusement, c'est que l'IoT, finalement, va impliquer d'autres attaques qui ne sont pas des attaques IT, où on sait comment faire, mais qui vont être des attaques OT, par l'operational technology. Et c'est ça, c'est là-dessus où il va falloir tous ensemble travailler. Et c'est pour ça que je pense que dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, il faut qu'on ait des gens qui soient profondément attachés à se dire, il y en a certains qui sont des hommes qualité, il faut qu'il y ait des hommes sécurité. Vraiment des hommes et des femmes, bien sûr, sécurité. Parce que dans les organisations, il y a souvent des acquisitions, fusion, acquisition, merge. Ah tiens, telle start-up, elle est très très intéressante, on va la faire rentrer dans notre organisation. Il ne faut pas qu'un objet devienne un cheval de Troie de toute l'infrastructure. Et ce n'est pas toujours simple. Je vous le dis, j'ai une montre connectée. D'accord ? On sait ce qui s'est passé à certains endroits avec les montres connectées. Donc, il faut qu'on fasse tous attention, vraiment, par l'OT. Trop souvent, quand on discute par exemple avec des gens qui font des capteurs,
me disent oui, mais enfin on fait des capteurs, je prends le moins cher, puis si ça ne marche pas, j'en prends un autre, et puis voilà. Ok, mais si ce capteur est le talon d'Achille, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les questions dans le process que l'on met en place de décision qui permettent de dire je vais prendre tel capteur plutôt que tel autre parce que l'un me protégera, l'un me permettra d'évoluer et pas l'autre. Très souvent, c'est moins cher. Mais moins cher impliquera potentiellement beaucoup plus cher, à des ordres de grandeur, à plusieurs ordres de grandeur. Donc là, c'est déjà la première partie. La deuxième partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'EN 303-645. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'ETSI. L'ETSI, ça a été voté en juin dernier et c'est super. C'est vraiment super. Ce n'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est que l'Europe a le leadership. L'Europe va montrer la voie et il faut que nous, en France, on puisse montrer la voie, cette voie européenne de protéger les consommateurs, protéger nos infrastructures, protéger nos industriels et protéger de différentes manières. Alors, il y a beaucoup de bon sens, vous allez voir, dans ce qui est mis là. Dans ce qui est mis là, no universal default password. Ben oui, il ne faut pas mettre un password par défaut, parce qu'une fois qu'on l'a craqué, bon, ben ça c'était le typique des caméras vidéo où on allait récupérer. Mais après, par exemple, une caméra vidéo, elle est usagée, vous la mettez au rebut, et puis il y a quelqu'un, il prend cette caméra au rebut, elle s'est connectée sur votre Wi-Fi, donc on récupère les informations, on a votre code Wi-Fi. Donc, il y a vraiment toute une réflexion, mais parfois basique. Après, attention comment il va falloir protéger toutes les données de sécurité, les clés et ainsi de suite. Pouvoir avoir des process internes de management des vulnérabilités. S'il arrive quelque chose, quelle est la task team, qui fait quoi, comment on le remonte aux autorités. Un point fondamental, alors notamment, là, je vois du côté semi-conducteur, c'est que de toute manière, on sera obligé de pouvoir faire des upgrades ou des patchs logiciels, et si possible, over VR, c'est-à-dire par le réseau, d'amener des patchs logiciels. Vous le verrez après, quand on amène par le réseau des patchs logiciels, souvent, c'est les endroits qu'adorent les hackers pour pouvoir rentrer. Parce qu'à un certain moment, on ouvre certaines portes, mais comment s'assurer que tout se passe bien? Mais là, il est clairement indiqué qu'il va falloir pouvoir faire que le soft soit updaté. Et donc, si j'ai un client qui, à un certain moment, se fait hacker, il peut venir voir celui qui a vendu le matériel et lui dire voilà, maintenant tu me redonnes le même matériel, mais ce matériel, il doit être patché. Selon que la société sait le faire ou pas, ça n'a pas les mêmes impacts en interne. Après, bien sûr, minimiser ce qu'on appelle les surface attacks, c'est-à-dire on a du JTAG, on a des moyens pour rentrer sur le composant, il faut essayer qu'on ait bien à la fois minimisé et qu'on sache identifier lorsqu'il y a des intrusions. Après, toute la partie personnelle, les données, donc protéger les données, donc ça c'est un petit peu aussi toute la partie RGPD aussi, et que derrière, toutes ces données soient protégées dans le composant. Et la maintenance. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corps de métier qui en fait vont être intéressés. Et souvent, lorsqu'on discute, on voit les personnes qui sont au niveau de l'IT, qui ont une certaine vision de la sécurité, mais après, le capteur, finalement, c'est de la commodities. Non, le capteur n'est pas de la commodities. C'est vraiment un maillon de chaîne, c'est comme une chaîne haute fidélité, c'est le maillon le plus faible qui peut, s'il n'est pas bien géré, être le maillon faible donc, de tout un ensemble. Alors pour beaucoup d'entre vous, ceux qui sont du domaine sécu, désolé pour vous, parce que là c'est vraiment du basique, mais pour les autres, parce qu'on veut amener aussi, on ne veut pas que ce soit un langage d'expert, il faut que tout le monde puisse comprendre ces basiques. Pourquoi j'ai besoin de crypto? En fait, au début, on se dit confidentialité. Bon, alors, confidentialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi, je suis en train de discuter avec mon capteur ou j'ai ma chaudière, je ne veux pas que quelqu'un d'autre
le fasse à ma place, je vois ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'ouvrir mon portail, j'ouvre mon portail, je ne veux pas que quelqu'un d'autre ouvre mon portail. Donc, je veux une confidentialité dans cette communication. Et donc, l'information que j'ai transmise, je veux que personne d'autre puisse comprendre quelle est cette information transmise. L'authentification, ça sera quelque chose de fondamental. L'authentification, notamment quand on va aller vers le cloud. Parce que quand on sera vers le cloud, ça veut dire que le cloud va dire « je discute avec tel capteur ou tel capteur ». Mais si ce n'est pas le bon, qu'est-ce qui se passe? Ça peut avoir des impacts monstrueux derrière. Le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir authentifier la source de l'information. Alors, l'intégrité de l'information, c'est un autre aspect. C'est-à-dire, ma chaudière, ça y est, ma chaudière, je lui ai dit, voilà, je la règle pour que ce soit à 19 degrés. Allez, 18, pour faire plaisir à mon épouse. Elle est plutôt green, donc c'est plutôt 18. Et puis finalement, ma chaudière, elle n'écoute pas 18, elle prend 36. Imaginez un processus industriel où on va régler des vitesses ou quoi que ce soit. Il y a certaines centrifugeuses dans certains pays qui, il y a eu un petit problème sur l'intégrité qui n'est pas été respectée. Donc, troisième pilier, donc confidentialité, authentification, intégrité. Et le dernier pilier, la privacy, c'est bien évidemment quand on s'est fait son réseau, on n'a pas envie que quelqu'un d'autre aille venir dans ce réseau, voir ce qui s'y passe, sans qu'il ait été invité. Ce n'est pas toujours simple, parce que toutes les parties commissioning, je joins ce réseau, je me remets dans le réseau, et ainsi de suite, ce n'est pas toujours simple à bien protéger. Voilà, à cause de tous ces facteurs, en fait, on a besoin de crypto. Alors, là, on va revenir au basique, au bon vieux Kirchhoff, d'accord. C'est qu'à la fin, c'est la clé. La clé. Il faut pouvoir protéger nos clés. On peut faire ce qu'on veut, mais si les clés, d'une manière ou d'une autre, on les vole, on se les fait accaparer, on se les fait dupliquer, on met en péril le pilier. Donc, en résumé, les clés, protéger les clés, permettent c'est le moyen pour pouvoir adresser à la fois la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la privacy. Voilà, donc ça, c'est, j'allais dire, le cadre un petit peu général que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'être des experts de sécurité. Moi, j'arrive à ma manière à les comprendre et je suis sûr que certains d'entre vous sont largement plus experts que ça. Maintenant, on va regarder au niveau du semi-conducteur, au niveau d'une solution parmi N, et c'est là-dessus où on demande à être challengé après sur le marché, c'est de vous montrer ce que l'on est en train de faire. Alors, la première chose, un point très important, c'est ce qu'on appelle le Secure Boot. Le Secure Boot avec Root of Trust. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au début, on doit partir de quelque chose qui est mis et qui est immuable. Donc, en gros, de la ROM ou du PUF, donc, qui nous permet de démarrer le système sur quelque chose qui ne peut pas être modifié et qui est spécifique à chaque composant. Et à partir de là, il y a un processus de boot pour vérifier que toutes les clés, toutes les choses sont bien en phase avec un boot classique qui éventuellement pourra être par la suite gradable. Et ensuite, on peut arriver on va regarder l'intégrité de l'application en phase 2 ou l'intégrité de la nouvelle version de l'application. Mais il doit y avoir une chaîne qui part au départ de quelque chose d'immuable et si possible de différent d'un chip à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est déjà dans des fondamentaux à regarder. La deuxième chose, il y avait pas mal d'attaques où finalement, on a une version N, on va essayer d'installer une version N-1 qui a un défaut de sécurité. Donc, il y a tous les mécanismes qui permettent de faire ce qu'on appelle anti-rollback prevention pour empêcher qu'un attaquant puisse installer une version qui existe, qui a bien toutes les bonnes données, mais qui est une version ancienne. Un autre point important, c'est toute la partie Secure Debug.
Alors, Secure Debug, souvent, donc, c'est par le JTAG ou par les entrées, par certaines entrées comme ça, que les attaquants vont s'infiltrer dans le système. Alors, une des parades, c'est parfois de dire, voilà ce que je vais faire, si je sens que je suis attaqué, j'efface tout. Le problème, c'est que se passe-t-il si on fait ce qu'on appelle une failure analysis, c'est-à-dire on peut avoir un client qui nous dit, ben voilà, le système dans tel config, je ne sais pas, il ne fonctionne pas. Il est important quand même de pouvoir voir ce qui se passe, ou d'avoir la possibilité de voir ce qui se passe. Donc en fait, ce qu'ont fait nos équipes, c'est la possibilité de laisser le choix au client entre le fait de dire il y a une attaque, on efface tout, même personne d'autre, même nous, on ne peut rien faire, ou bien si le client nous donne sa clé, d'accord, donc si on fait un challenge et avec une clé, on peut accéder aux composants. Donc ça veut dire que là, ça peut permettre dans des cadres bien précis, bien normés, entre ce qui est de notre côté et ce qui est du côté client, de pouvoir faire du rollback. Nous, on ne pourra pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc il n'y a pas de backdoor. On ne pourra pas voir sans ces clés qui sont de la connaissance du client final. Et si un client souhaite que tout soit effacé, qu'on ne puisse rien voir, ben c'est tout à fait faisable. Alors, après, si on regarde globalement, on a un autre point, c'est que pour faire des clés, il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'il faut ce qu'on appelle la semence, la seed, ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires. Un vrai générateur de nombres aléatoires. Donc là, nous, on a eu des IP qui ont été donc certifiés par le NIST, d'accord, qui nous permettent de dire notre générateur de nombres aléatoires, il est à un niveau de qualité qui est suffisant pour pouvoir derrière faire de la crypto. SecureLink, alors là, je dirais que c'est un positionnement lorsque vous avez par exemple un secure element, quand la sécurité s'opère en deux composants, c'est-à-dire j'ai le microcontrôleur et j'ai un secure element à côté, ben, il y a des fils qui transitent sur le PCB. Ça peut être des moyens pour avoir ce qu'on appelle man in the middle et qui va essayer de récupérer des informations, se faire passer. C'est toujours mieux d'avoir tout qui est mis dans le même composant. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à récupérer les échanges entre le microcontrôleur et la partie RF lorsque tout est intégré sur le composant. Donc, voilà tout un ensemble de champs classiques, j'allais dire. Maintenant, on va aller dans des champs qui sont moins classiques, sur lesquels, historiquement, je veux dire, il y a 10 ans, on n'en aurait même pas parlé. Ben, c'est par exemple les attaques, la contre-mesure DPA. DPA, c'est Differential Power Analysis. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mesurant les consommations ou en mesurant certains facteurs, eh ben, on peut arriver à remonter, au niveau des clés. Donc, comment faire pour faire de la contre-mesure? Eh ben, c'est souvent en rajoutant du bruit, en rajoutant des événements en termes de timing pour casser ces occurrences qui vont rendre beaucoup plus difficile la partie la partie DPA. Donc, c'est vraiment de la contre-mesure. Alors, tout ceci, on peut se dire, mais mon Dieu, mais ça va coûter horriblement cher. Mais là, on a de la chance, c'est du 40 nanomètres. 40 nanomètres, c'est-à-dire mettre des fonctions de transfert pour faire ça, c'est infime en termes de nombre de transistors. Par contre, ça peut être très, très important pour la sécurisation que ça apporte. Encore faut-il y penser, encore faut-il le mettre, encore faut-il avoir dans les équipes quelqu'un qui dit, oui, la sécurité, c'est important. Et là, vous avez la chance, on a de la chance, c'est qu'il y a des CEO dans la boîte, et réellement, Tyson, c'est un ingé, c'est 20 ans que c'est... il fait partie des premiers dans la boîte. Tyson, notre CEO, c'est un ingé, et il nous a dit, voilà, la sécurité, non seulement on fait de l'IoT, on ferait de l'IoT pour de la communication, mais on sera parmi les meilleurs sur la partie sécurité. Et lui, il a impulsé. Et maintenant, on a des Top Gun en interne
dont leur vie, c'est de nous aider à être parmi les meilleurs dans ce domaine-là, tout en ayant un profil, j'allais dire presque low profile, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est une course sans fin, mais encore faut-il avoir envie de la parcourir. Et on a rajouté aussi tout ce qui est anti-tamper detection. Donc, quand il y a des attaques, par exemple, si on se rend compte qu'il y a des attaques par des vecteurs, des attaques communes, les glitches, enfin des attaques magnétiques, enfin bon, tout un ensemble d'attaques classiques, ben, parfois, souvent je disais, bah oui, si le composant il se réveille et puis qu'il se réveille à moins 250 degrés, bon, c'est peut-être pas son mode nominal, il faut peut-être faire quelque chose. D'accord. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments et de transistors qui sont là pour monitorer. Et une fois qu'on a monitoré, on va pouvoir agir. Donc, au niveau des secure key storage, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça dépasse mes compétences et là, ça sera avec nos techniques. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a à la fois le PUF, donc c'est-à-dire quelque chose qui est unique, spécifique aux composants, mais quelque part, l'information qui sort de là sera toujours la même. Donc, c'est vraiment l'empreinte digitale spécifique à ce composant qui va permettre, avec de la crypto, de pouvoir travailler sur cette partie de Secure Key Storage. D'accord ? J'irai pas plus loin parce que j'aime bien parler de ce que je sais et arrêter là où ce cas. Un point important, c'est que toute la partie tamper detection, donc c'est-à-dire toute la partie contre-mesure et analyse, est là toujours pour monitorer et au cas où, après, pouvoir agir s'il y a une attaque, et ce, indépendamment de tout le reste. Donc, juste comme c'est du Silicon Labs, pour vous montrer, les composants, c'est EFR, donc Energy Friendly Radio, un microcontrôleur avec du 2.4 giga, avec aussi maintenant du sub-gig dans certaines de nos familles. Série 1, série 2, c'est simplement, on a shrinké en série 2 en 40 nanomètres pour réduire les coûts et améliorer les fonctions. Et avec ça, on est je dirais, sur le côté basique, on se dit quand même, on ne peut pas se dire qu'on fait de l'IoT si au minimum on ne met pas un générateur de nombres aléatoires, si on ne met pas un crypto engine, c'est-à-dire si on n'a pas, je vais dire, un AES, un SHA-1, SHA-2, un ECC, elliptic curve. Bon, ça, c'est maintenant, c'est le b.a.-ba. Donc maintenant, c'est vraiment pour nous, ça, c'est du basique. Et surtout, si on n'a pas le Secure Boot. Donc déjà, ça, c'est d'office. Et dès la série 1, ça faisait partie. Et après, dans les évolutions avec la série 2, on a introduit Secure Boot avec Root of Trust. On est passé sur un Cortex ARM33. Et donc, on a tous les avantages d'ARM, de la Trusted Zone et de tout le travail qu'a fait ARM pour la sécurité. Mais son travail seul ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres choses que vous avez vues par ailleurs. Après, le Secure Debug avec lock ou unlock et laissé à la disposition du client pour pouvoir faire de l'analyse de défaillance si besoin est. Et puis après, de DPA et des contre-mesures. Et maintenant, on est en train d'introduire avec le Secure Vault toute la partie anti-tamper. On est en train de faire les Secure Attestation parce qu'il va y avoir... On est en train de mettre en place, donc là, vous allez voir au fur et à mesure, ça va arriver, ça va être annoncé, la possibilité d'avoir des certificats, que vous puissiez mettre vos propres clés, vos propres certificats, de faire des challenges et d'avoir un HSM au-dessus qui va vous permettre de gérer toute la certification, les certificats pour challenger le composant et bien vous assurer de différentes phases de sécurité. Donc ça avec les Secure Key Management et Secure Key Storage, donc type Secure Element et Advanced Crypto. Donc voilà, donc il reste 5 minutes. Donc ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de travailler en communauté. Je vous engage à regarder IOXT, d'accord ? C'est vraiment tous les gens de la partie Internet
Alors, ce qui me fait plaisir, c'est quand on regarde les sociétés, les gens. Bon, c'est vrai qu'à la fin, on est tous des personnes travaillant pour des sociétés, mais que dans les noms des sociétés qui travaillent dans ce domaine, vous allez avoir des grands noms français qui font partie des gens qui travaillent dans ce domaine. Il n'y a pas que de l'Amazon, pas que du Google, même si pour nos collègues américains, ce sont des sociétés très, très importantes. On a du Somfy, on a du Legrand, et bien sûr, il y a les équipes Silicon Labs. Dernier transparent, c'est pour vous dire que faire de l'IoT, là, on a pris une seule brique qui était la partie sécurité. Mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment large spectre, vraiment complexe. Et ça part du matériel, des middleware, des outils de développement. Et donc, là, si vous voulez, pour les outils de développement, ce que je voudrais, c'est simplement, si vous dites, ou si vous m'envoyez un petit email, vous allez avoir l'adresse email, et puis bon, vous la retrouvez sur Internet aussi, sur patriciopiazentin.scilabs.com. Je veux pouvoir vous donner accès à une carte qui est la Thunderboard. La petite Thunderboard, c'est une toute petite carte, je l'ai dans la poche, dans laquelle vous allez avoir, voilà, ça, c'est un POC qui sert à plein d'applications. Là-dedans, il y a quoi? Il y a des capteurs de température, capteurs de pression, il y a un petit micro, il y a un petit contacteur, et j'en passe à une meilleure. Il y a même un capteur de mouvement, et ainsi de suite, et qui est relié avec une application Android ou iPhone. Ce truc-là, si vous l'achetez, c'est quoi? C'est 20 €, enfin. Mais pour tous ceux qui ont pris le temps de pouvoir écouter pendant 45 minutes Silicon Labs, ça me ferait plaisir que vous puissiez y avoir accès. Donc, après, ça passera par nos canaux de distribution et ainsi de suite. D'accord? Mais de vous demander la carte suite au SIDO 2020, parce que ça peut vous permettre d'avoir un premier POC sans rien dépenser, voir comment ça marche. Petit à petit, après, de pouvoir passer sur des cartes d'évaluation qui, pareil, coûtent une centaine d'euros. Et s'il y a des projets intéressants avec nos distributeurs, on sait s'arranger aussi, parce que ce qu'on veut, c'est jamais que les cartes soient des freins. Mais après, il faut que ce soit raisonnable, comme toujours. Et là-dessus, à partir d'une carte d'évaluation, vous pouvez mettre une carte FI. Les cartes FI peuvent vous permettre de dire, voilà, je suis en 2.4 avec un module, je suis en 2.4 avec un composant, je suis en 868, en 915 et ainsi de suite. Même environnement de travail. Et comme ça, vous vous testez, mais à des prix imbattables. Et on ne va pas être là à vous dire, allez, 50 000 € pour le premier POC, 50 000 € pour passer. Et là, après, vous pouvez faire vous-même votre idée. Et ça peut vous permettre d'aller vers la spec, où là, ça peut être des gens de votre entreprise ou d'autres de nos partenaires, de vos partenaires ou de nos partenaires. Mais vous saurez quoi leur dire. Vous saurez leur dire pourquoi vous avez choisi cette fréquence. Vous savez leur dire pourquoi vous voulez tel protocole ou tel autre. Et vous savez surtout les orienter sur le niveau de sécurité qui est adapté à votre besoin. Et nous, en tant que Silicon Labs, on pourra vous accompagner sur du Zigbee, du BLE, du Z-Wave, et du Fred, bien évidemment. Après, les évolutions qui vont avoir lorsque ça va être OpenX. Là, par exemple, pour du Wise Alliance, Wise, avec nos partenaires Arrow, vous pourrez acheter un composant qui est Wise certifié aussi, donc pour faciliter ces communications. On a des clients, bien évidemment, qui travaillent avec Sigfox, puisque le premier module de Telecom Design, la première fois qu'on a mis en œuvre Sigfox, quand c'était une start-up, on est très content. C'était donc avec Telecom Design et là, c'est les composants Silicon Labs qui ont permis de commencer à lancer ce réseau. Alors, en ce qui concerne LoRa, là, je suis un affreux Jojo, pas de LoRa. Pourquoi pas de LoRa? Pour plusieurs raisons. La première, c'est si on veut faire du LoRaWAN, le LoRaWAN, il y a plein de sociétés qui peuvent faire du LoRaWAN. Par contre, lorsqu'on est dans un réseau, je veux dire entre nous, par exemple, là, imaginez, vous êtes un peu gêné par le bruit de fond que vous entendez. Là, ça nous gêne un petit peu quand vous écoutez. Maintenant, essayez de penser que vos oreilles, elles ne sont pas à 20-30 mètres. Elles sont à quelques centaines de mètres.
c'est pas si simple. Donc, LoRa n'est pas scalable en termes de qualité de service. C'est-à-dire, une antenne ne peut pas écouter 100 000 communications simultanées. C'est quelques milliers de communications instantanées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'indirectement, plus la communication, alors si vous êtes en plein champ, il n'y a pas de problème, hein, ça marchera, mais vous êtes dans une conurbation, si LoRa commence à monter, vous allez avoir la qualité de service qui commence à descendre. Et c'est pour ça que Sigfox, en tant qu'opérateur, s'est retrouvé avec d'autres opérateurs, avec des Orange, des Bouygues et ainsi de suite. Mais eux, les opérateurs, passer de 3G, 4G au LTE ou au narrowband, ils savent suivre ceci. Il n'y a aucun problème. LoRa, c'était quelque chose entre les deux. Et donc, il y a quand même des dangers où, en ce moment, nous, ce qu'on voit, c'est le risque que certaines sociétés ont fait des choix LoRa alors qu'ils auraient pu prendre des technologies standards des uns et des autres, où finalement, ils sont reliés avec une société qui a l'IP, qui a le brevet, qui est Semtech. Donc, c'est une société qui a l'IP, qui fait payer des royalties. Donc, déjà, le composant coûte plus cher, mais à la limite, ça, il n'y a pas de problème, c'est raisonnable. Mais si demain, cet objet-là est dans un environnement bruité, que ça ne fonctionne plus, là, par contre, il y a du risque derrière. Et ça peut être complètement contrecarré par des solutions standards, dont Silicon Labs fait partie. Donc, vous voyez un petit peu tout cet écosystème. Cet écosystème, c'est un écosystème Silicon Labs, mais qui va être complètement scalable. Voilà, donc sur ce, voilà mon adresse email. N'hésitez pas à envoyer des emails que je ferai suivre, peut-être soit aussi en vous appelant ou identifié en faisant appeler par des gens de l'organisation Silicon Labs. Et je vous remercie sincèrement de votre écoute. Là, je suis à 47, donc je vais rester un petit peu ici ou après, je vais aller sur le stand d'Aro que je remercie pour avoir pu me permettre de faire cette intervention. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de Salon SIDO et nous revoyons prochainement et si possible de visu, en vrai. C'est tellement plus agréable. Merci à vous.